Sports Machine. Une émission aujourd'hui, nous allons parler beaucoup de hockey et de baseball. Plus tard dans l'émission, nous allons faire la revue de la semaine du Canadien de Montréal. Encore une semaine qui nous laisse sur une drôle d'impression. Nous allons également rejoindre par voie téléphonique notre spécialiste baseball, un ex-gardien professionnel qui a notamment participé à des camps d'entraînement avec le Lightning de Tampa Bay plutôt, et le Canadien de Montréal, Nick Riopel. Mais tout d'abord, en studio avec nous, il est maintenant analyste dans son après-carrière, on pourrait dire, de baseball au réseau des sports. Il a œuvré dans l'organisation des Dodgers de Los Angeles et des Expos de Montréal. Avec nous en studio, le sympathique Marc Griffin. Bonjour Marc. Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Très bien. Aujourd'hui, j'aimerais, on va parler d'actualité, on va parler des Jays, mais on va aussi faire en sorte de te connaître un peu plus sur tes goûts, puis ton vécu, puis tout ça. Mais on va commencer avec l'actualité. La formation des Jays cette année a une excuse, on peut dire, les blessures. Est-ce que tu penses que les Jays vont se replacer? Quelle est ton évaluation de l'équipe jusqu'ici, qui sont, je crois, 8 et 10? Ben, écoute, c'est sûr que les blessures, ça fait partie du sport. Tu le sais, que ce soit le hockey, le baseball, peu importe. Alors, là, on teste la profondeur un peu de l'organisation. Moi, je n'avais pas ce que je vois parce que... Oui. Tu sais, oui, si on avait dit en début de saison, bon, Springer ne sera pas là. Bon, Pearson n'a pas commencé l'année. Que Semien connaîtrait des ennuis en attaque, même s'il y a 4 coups de circuit. Tu sais, tu commences à nommer ça, tu dis ouf. Mais finalement, c'est pas si mal. Honnêtement, c'est pas si mal parce que quand tu maintiens... On n'est pas à 10 matchs. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, le baseball, c'est 162 matchs. Moi, là, j'attends toujours une quarantaine de matchs. C'est juste 25% de la saison. Mais une quarantaine de matchs, là, on va se dire, on est-tu dans la bonne direction? On est-tu tout croche? On est-tu encore 10 matchs en bas de 500? Ou on se maintient? Parce que si tu te maintiens à 500 et autour, tu vas être capable de, éventuellement, bon, avec le retour de Springer et le retour de tout le monde, de faire quelque chose d'intéressant. Fait que moi, je n'aille pas ce que je vois. Donc, tu es encore confiant? Ah oui, ben absolument. C'est difficile pour un athlète comme M. Tellez, Roddy Tellez, qui commence 0-21? C'est dur. Difficile sur le moral, ça? C'est dur pour l'ego, c'est dur pour le moral, c'est dur pour la confiance. Mais tu sais, le baseball, là, Yogi Berra nous l'avait dit. Hein? Yogi avait dit quoi? Il dit le baseball est 90% mental, puis l'autre moitié physique. Bon. Tu vois que c'est la confiance. Puis évidemment, tu sais, c'est sûr que si t'es 0 en 21 ou 0 en 30, mais que tu frappes la balle d'aplomb, tu sais que tu vas t'en sortir. Mais quand tu ne frappes pas d'aplomb, c'est un peu plus dur. Regarde, c'est pas facile, mais tu sais que tu vas en avoir 500 et plus de présence au bâton. Donc, si tu commences à... Tu as le temps de te reprendre. Tu as le temps de te reprendre. C'est ça qui est difficile au baseball, c'est de toujours penser à ce que tu as fait de mauvais avant. Tandis qu'au hockey, si tu as un mauvais début, des fois, ça va te poursuivre pendant la soirée. Mais tu sais, le hockey, la différence, puis des fois, j'aime pas ça comparer, mais bon, tu peux aller chercher, tu vas faire une bonne mise en échec, tu vas aller gagner une mise au jeu importante sans que ça paraisse tant dans ce qu'on appelle le fameux box score, là. Ouais. Mais au baseball, t'es 0 en 4, t'es 0 en 4. Tu peux pas commencer à aller plaquer le joueur de deuxième but pour donner un peu, tu comprends? Fait que c'est pas facile, mais il faut que tu te fasses confiance. Il l'a déjà fait. C'est un bon frappeur. Ben, ça va se poursuivre. Et plaquer le joueur de deuxième but, t'as connu ça et on peut plus le faire. Non, c'est ça exactement. Est-ce que les Red Sox sont pour vrai? Sont pour de vrai? Tu penses que cette équipe-là va continuer sur leur lancée ou c'est seulement peut-être de la poudre aux yeux? Bon, écoute, ils ont une bonne équipe. Je pense pas qu'ils vont gagner la division encore. Je pense que c'est une équipe qui va jouer autour de 500, peut-être 85 victoires. Parce que je pense que ça peut les rattraper au niveau des lanceurs. Mais peu importe, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Les matchs que tu gagnes en avril, tu n'as pas à les gagner au mois de septembre. Tu comprends ce que je... Fait que moi, ce que j'aime, bon pour la confiance. Ben, ce que j'aime, c'est qu'ils vont avoir du fun. Puis quand le fun est pogné dans l'équipe, là, c'est dur, ça va te prendre une méchante série de défaites avant qu'on atténue tout ça. Fait que moi, j'aille pas ce que je vois. Le gérant vient aider? J'adore Alex Cora, je sais qu'il a été... La punition, c'est assez, là? Non. Ça c'est sûr, là, ce qui s'est passé avec les Astros, on l'a manqué du côté du baseball. Mais si on met ça de côté, Alex Cora, c'est un sacré bon gérant, c'est toute une tête de baseball, on le savait depuis longtemps. On est comme pas surpris de voir ce qui se passe avec eux. Je vais revenir avec les Jays. Un comité de lanceurs, on va faire combien de temps comme ça? Ouais, ben écoute, pas facile, là. Non, c'est pas facile, mais ça peut marcher. On a vu ce que les Rays ont fait avec ça. Plutôt bizarre même, je dirais. Ben tu sais, la nouvelle ère du baseball, c'est un peu ça. Tu sais, les Rays qui ont été très créatifs avec les défenses adaptées, là, ils arrivent avec ce qu'on appelle les openers, donc là, tu vas avec une série de lanceurs. Ça peut marcher. Est-ce que ça peut marcher sur le long terme, sur une longue saison? Mais en attendant de couvrir, entre guillemets, l'absence de bien des gars, ça peut être une solution. Tu sais, comme frappeur, là, t'as ça affronter 4 lanceurs différents dans 4 présences. Un bon frappeur, là, il va peut-être prendre l'avantage
c'est la troisième fois que je te vois. Là, je sais que tu t'accours à l'air de quoi, je sais que tu es rapide à l'air de quoi. Fait que tu comprends le frappeur. Ouais, mais ça. là, c'est 4 gars différents, un droitier, 2 gauchers, un autre droitier. Fatigant un peu pour le frappeur aussi. Là. Maintenant, les Yankees. Je veux dire, est-ce qu'on en est à la dernière saison d'Aaron Boone? Le message ne passe plus, le club est trop pacté. C'est quoi qui se passe avec les Yankees? Écoute, c'est sûr que si la solution était facile, on l'aurait déjà appliquée. C'est pas facile. Bon. Mais la dernière fois qu'un gérant des Yankees a été remercié durant une saison, ça retourne à Bucky Dent. Fait qu'on retourne assez loin. Il y a eu des changements de gérant, mais on l'a fait durant l'entre-saison. Alors là, dans le cas d'Aaron Boone, oui, il est critiqué. Bon, on vient de gagner 2 matchs contre Cleveland sans vraiment avoir faire exploser la balle parce que ça marche par l'attaque. Il faut que l'attaque produise, il faut que Stanton, il faut que Judge produise. Et l'attaque est à la mode. Oui, surtout, on est parti autour de ça chez les Yankees, même si on a Garrett Cole, le reste des lanceurs, c'est un petit peu plus zone grise. Il faut que ça frappe. Donc, pour résumer, les Dodgers demeurent la formation du baseball majeur, qui ont été chercher Trevor Bauer en plus. Y a-t-il une nouvelle parité qui commence à ressembler au hockey? Parce qu'on regarde les classements, puis je veux dire, il n'y a personne qui est complètement déclassé dans les 2 ligues. Non. Par contre, c'est le début de saison. Comme je t'ai mentionné tantôt, on va attendre une quarantaine de matchs. Mais ce que j'aime voir, c'est des équipes comme les Royals de Kansas City, qui ont fait des changements intéressants, puis là, soudainement se retrouvent, parmi les équipes de tête, c'est pas extraordinaire, mais ça donne, encore une fois, cette espèce peut-être d'élan pour poursuivre durant la saison. C'est sûr que les Orioles de Baltimore vont se retrouver éventuellement, ça va être plus difficile. Mais moi, ce que j'aime, c'est la rivalité avec les Padres de San Diego et les Dodgers. Là, la première série. On attend à voir les Padres se réveiller. Là. Ben, écoute, là, on a pris moyen. On a pris moyen de chauffer le derrière des Dodgers. Puis ça, c'est le fun parce que, tu sais, les Dodgers, il ne faut pas se le cacher, depuis 8-9 ans, ils sont tout seuls dans cette division-là. Là, on a quelqu'un qui peut les pousser dans le dos. Quand tu vas chercher le gagnant du Cy Young en plus, je veux dire. Écoute, là, tu as 2 cerises sur le gâteau. Non, tu sais, regarde, c'est une équipe sans faille. C'est ça. Avec la profondeur. Alors, sur papier, c'est une équipe qui devrait gagner. On va peut-être parler de dynastie finalement, parce que les gens oublient qu'il y a 3 ans et il y a 2 ans, ils ont aussi atteint la Série mondiale pour la perdre à domicile les 2 fois. Exact. Fait qu'on avait, on voulait se reprendre. Mais ce que je veux rapidement sur les Dodgers, c'est que oui, on a une masse salariale au-dessus de tout le monde par des milles. OK? Ils payent une taxe de luxe. Okay? Mais il ne faut pas oublier qu'ils développent énormément. Donc, c'est pas juste une équipe qui achète entre guillemets des joueurs. Parce que Seager, Bellinger, Kershaw, Walker Buehler, c'est tous des gars repêchés, développés. Fait que le cœur de la formation, Gavin Lux qui est arrivé, c'est des gars qui sont... oui, on est allé chercher Mookie Betts via transaction pour le mise sous contrat. Oui, on a signé Trevor Bauer. Mais tu comprends, ça vient, c'est pas juste qu'on a... Ce sont des ajouts. On développe et on continue de le faire encore. On en parlait, toi et moi, cette semaine, une conversation hors d'onde. Les clubs pactés, un petit peu comme le Canadien a essayé de faire cette année, habituellement, ça ne fonctionne pas. Il y a eu les Rangers en 1994 qui ont été chercher l'ancienne gang des Oilers. Mais habituellement, le noyau doit être un noyau qui s'est développé ensemble. En tout cas, il faut que ton noyau, tu vas pas avoir tout l'argent au monde, il faut que ça vienne de ton développement, c'est ça qu'il ne faut pas négliger, et c'est là que les Padres s'en viennent bien, même s'ils ont engagé à peu près tout le monde qui est là en ce moment, ça reste qu'ils développent. Donc ça, écoute, il n'y a pas de secret dans le sport, il faut que tu passes par là. On va rester un petit peu dans l'actualité, mon cher Marc, parce que ce qui est à la mode présentement, c'est de vouloir dynamiser le baseball majeur. À l'instant, on aura peut-être une influence qui vient de la NBA, la LNH. On veut un spectacle plus rapide. Bill Lee, sur les ondes de AM 690, TSN Radio, il y a peut-être une semaine, disait que lui, il est d'accord avec un marbre qui serait élargi d'1 pouce ou 2 et de revenir avec le monticule avant 1968, c'est-à-dire surélevé. Ton point de vue là-dessus? Écoute, mon point de vue, c'est... Bill Lee, c'est un ancien lanceur. Donc, tu comprendras que la vision d'un ancien lanceur, c'est pas fou ce qu'il dit parce que ce qu'on veut, dans le fond, c'est des balles en jeu. Beaucoup de retraits sur des prises, une nette augmentation encore cette année. On connaît la puissance des frappeurs, beaucoup de buts sur balle. Là, je te parle de trois jeux où la balle n'est pas en jeu. Tu sais, il n'y a pas de circuit, la balle n'est pas en jeu longtemps, tu comprendras. Fait qu'on veut voir des balles en jeu, on veut voir des beaux jeux en défense, on veut voir des vols de but, on veut voir des gars qui... On veut pas que ça reste ennuyant par moment. C'est-à-dire que, tu sais, c'est sûr qu'un bon duel de lanceurs, il n'y aura pas beaucoup d'action, mais en même temps, c'est extraordinaire d'avoir un Jacob deGrom lancé contre, je sais pas, là, tu comprends ce que je veux dire? C'est quelque chose. C'est le fun aussi. Mais en même temps, ce que tu veux, c'est des balles en jeu. Tu sais, tu veux pas que ce soit toujours 15 retraits sur des prises. Tu sais, voir un gars marcher, soigner 3 fois puis retourner à l'abri, bon, c'est le fun quand le moment,
Mais C'est le fun dans un 7e match de série mondiale. moi, je te dirais, là, il y a deux éléments, je pense, qui seraient importants. C'est que si on appliquait la vraie zone de prise, ce qui va arriver lorsqu'on va... Tu sais, le baseball a évolué, mais la fameuse zone de prise électronique, moi, j'y crois. Ben, c'est ça. C'était une de mes questions. Toi, tu y crois. Moi, j'y crois parce qu'on a la technologie pour. On s'en va vers les ça. lanceurs et les frappeurs le demandent. Là, c'est pas juste un groupe qui le demande. Les deux le demandent. Fait que moi, je pense que ça, avant d'abaisser le monticule, faut pas le reculer. Là. Je sais que dans une ligue mineure, là, on était reculé d'un pied à 61 pouces, 61 pouces, 6, là. Moi, je crois pas à ça. Là, on dénature un peu la patente. Les lanceurs sont habitués à 60 pieds 6 pouces, on reste à 60 pieds 6 pouces. Mais appliquons la vraie zone de prise. Là, ce qui va arriver, les gars n'ont pas le choix de s'élancer plus tôt. Billy, ce qu'il dit, dans le fond, c'est agrandissons tout ça. Puis, un peu comme au hockey, ceux qui favorisent d'agrandir les filets. Plusieurs, les puristes. Ça avait commencé avec les patinoires. Rappelle-toi, on voulait agrandir les patinoires, on disait le jeu est rendu trop vite. Mais finalement, on s'est adapté à ça pour faire Mais ça n'arrivera pas parce que là, il faudra enlever des rangées de bancs. Je comprends. C'est une question monétaire. Exactement. Mais c'est sûr que je pense que la LNH, avec des patinoires à l'européenne, je veux dire, Connor McDavid, là, ça serait plus 2 points par match. Là, ça serait peut-être 4 ou 5. Exact. Mais tu sais, ça, c'est un élément. Puis l'autre élément, je pense que c'est les frappeurs. La mentalité des frappeurs, c'est qu'il y a 15-20 ans, là, on avait une mentalité où, bon, avant 2 prises, j'étais en mode attaque, à 2 prises, j'étais en mode contact. Là, aujourd'hui, là, que tu aies 2 prises, une prise, les gars, écoute, leur élan, là, c'est trop violent. Et j'ai bien aimé ce que tu m'avais dit aussi, c'est que dans la mentalité, là, si on veut dynamiser les matchs, c'est prends ton temps. Ça a toujours été ce qu'on nous enseigne. Prends ton temps. Même t'entends les gens dans les estrades, au pee-wee, au banc. Prends ton temps. Mais tu sais, c'est ça. On n'est plus dans cette ère-là. Il faut que le baseball, tu sais, faut pas dénaturer. Il faut pas arriver et changer les règles complètement puis mettre un cadran et dire là. Mais au moins, si on applique les choses comme il se doit, puis éduquer un peu les joueurs à justement pas prendre ton temps. Tu veux dire, tu peux y réfléchir, mais tu as aussi la mentalité d'y aller. C'est une de mes questions que je vais procéder immédiatement avec toi. Si tu deviens décideur MLB demain, c'est quoi la première chose que tu fais? Ouais, ben si on parle baseball, moi c'est sûr, moi là, j'irais avec la zone de prise électronique. Okay. Je l'appliquerais. Je pense que les arbitres perdraient leur job? Non, l'arbitre, l'arbitre, il faut qu'il soit derrière le marc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui contrôle la situation. On pourrait faire comme au hockey, l'entraîneur demande à visionner. Ben, écoute, ça, c'est un problème aussi, parce que les reprises vidéo prennent beaucoup trop de temps. Tu sais, je veux dire, je suis correct d'avoir la bonne décision, mais quand ça passe 1 minute, non. Si ça passe 1 minute et tu n'es pas encore capable de le trouver, garde la décision qui tient. Ça c'est un autre débat aussi. Est-ce qu'on devrait avoir un ancien joueur avec un arbitre à New York qui décide? Est-ce qu'on devrait connaître la décision initiale avant de rendre notre décision? Peut-être que si on ne la connaissait pas, la décision initiale, ça serait un peu différent. Alors, tu sais, c'est un large débat, mais une chose est certaine, c'est que je ne toucherai pas aux grandeurs, moi je ne toucherai pas aux défenses adaptées. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas les défenses adaptées. Tu es traditionnaliste sur ce point-là. Ben moi, les défenses adaptées, là, moi de mettre 3 gars à l'avant-champ ou 5 voltigeurs, là, pour moi c'est de la créativité. Si comme frappeur, tu n'es pas capable de t'ajuster à ça, ben tant pis. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, moi, que tu te déplaces, j'ai pas de problème avec ça. Mais, chose certaine, ça prend plus de balles en jeu. On n'a jamais eu autant de bons athlètes sur le terrain de balle. Moi, je veux voir les joueurs d'arrêt-court taper un back-end puis lancer ça à 100 000 à l'heure au premier but. Moi, je trouve ça spectaculaire. On va maintenant parler un petit peu de toi, ta carrière, ton après-carrière. Tu as vécu un épisode de blessure. Tu as connu l'opération Tommy John. Est-ce que c'est souffrant? Ben, en fait, il y a 2 éléments. C'est souffrant quand tu t'aperçois que ton coude ne tient plus. Dans le sens que moi, j'avais effectué un relais. C'était un match préparatoire. J'étais avec les... Au stade olympique? Non, c'était au camp d'entraînement à West Palm Beach. OK. C'était un match préparatoire contre les Braves d'Atlanta. Je commençais le match au champ droit. Tu te rappelles qui était au bâton? Non, c'est-à-dire que c'est un avant-match. OK. Ce qui arrive, c'est que quand tu fais un avant-match, c'est que les voltigeurs font 2 relais au 3e, puis 2 relais au marque. Des drills. Tu sais, c'est le camp d'entraînement, si on appelle ça le in and out là, dans le langage du baseball. Et puis là, j'avais fait un premier... Moi, c'était une de mes forces. Mon bras est une de mes forces. Okay? J'étais un coureur rapide, puis j'avais un bon bras. Si quelqu'un avait rapidement, c'est quoi tes forces, ce serait ça. Alors, moi, j'avais ça monter mon bras. Tu sais, je veux le montrer parce que, bon, premièrement, tu arrives dans le baseball, tu es dans un match. Et quand c'est arrivé, tu étais au 2e but? Non, j'étais le voltigeur de droite. OK. Fait que là, je lance la balle au 3e but. J'ai 2 relais à faire. Le premier relais, écoute, il est très puissant, mais j'ai senti un picotement dans le bout des doigts que je n'avais jamais vraiment senti.
Mais j'avais de la force. Le deuxième relais aussi avait de la force, mais là, ça picotait quand même pas mal plus. Fait que là, je faisais ça avec mon bras. Fait que le premier relais au marbre, nettement moins puissant, puis là c'est tout le bras qui picotait. Fait que même, j'étais en train de faire ça, puis le gars qui frappait les balles, il disait, t'es-tu correct? Je dis, regarde, il m'en reste un. Je vais aller le faire, puis je vais aller juste checker ça. Et le dernier a fait à peu près une vingtaine de pieds. J'ai comme senti, c'est comme une brûle. C'est comme si quelqu'un prenait un briquet, là, puis il te mettait ça sur le coude pendant 4-5 secondes. Le ligament avait cédé à ce moment-là. Alors, pas le fun, parce que là, tout se bouscule, tu es un athlète professionnel, tu veux... C'est le moment le plus difficile dans ta carrière sans aucun doute. Est-ce que tu considères que c'est ça qui a été comme le début de la fin de ta carrière? Ben, écoute, c'est sûr que ça nuit beaucoup. Oui. Parce qu'à l'époque, l'opération de type Tommy John, c'était pas comme aujourd'hui où 99,9% les gars reviennent puis il n'y a pas trop de problème. À l'époque, on créait un doute. Là, on ne me regardait plus de la même façon. Avant, j'étais le gars qui ne marquait jamais de match. J'ai joué 3 ans dans l'organisation des Dodgers. J'ai pas manqué un match en raison d'une blessure. Là, je me retrouve avec les expos, puis là, je me blesse. Fait que là, je suis fragile, perd sa force. Parce que là, les gens disent, ben, il ne reprendra plus son bras comme avant. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça a eu un effet important sur le reste. Porter l'uniforme des Expos de Montréal, nos amours, c'est sûr que c'est spécial pour un gars d'ici, mais porter l'uniforme des Dodgers de Los Angeles, je fais juste en parler que j'en ai les frissons. Je veux dire, c'est quelque chose. Ben écoute, c'est surtout que les Dodgers ont gagné la Série mondiale en 88. Moi, j'ai signé en 88, mais pour me présenter en 89. Donc, tu es arrivé au camp d'entraînement avec une bande de champions. Ben moi, là, je suis arrivé, en fait, j'ai participé aux Jeux olympiques en septembre, puis en octobre, je me suis présenté au camp d'automne. C'est mon premier baptême de baseball professionnel, c'était en automne, dans la Ligue d'automne, avec les Dodgers. Alors, au moment où j'étais à l'entraînement d'automne, ils ont gagné la Série mondiale. Fait que j'étais déjà pour moi un champion du monde, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis, donc, quand je me suis présenté au camp, et en plus, je suis invité au camp des Ligues majeures, je me présente avec les gars qui venaient de gagner la Série mondiale. C'était des belles années, ça. C'était des très belles années. Je vais te dire une chose, porter l'uniforme des Dodgers, d'ailleurs, tu sais, Tommy Lasorda, qui malheureusement est décédé récemment, mais lui, il appelait ça le Dodger Blue. Hein? C'était ton sang bleu. Puis, peu importe ce qui est arrivé après, si tu as été un Dodger une fois, tu restes un Dodger toute ta vie. Puis même quand, tu sais, je me souviens, un des premiers matchs préparatoires que j'ai fait, c'était contre des Expos avec leur uniforme bleu poudre. Puis là, je passais devant l'abri, je me disais, je suis pas dans le bon abri, moi. Là. Tu pinçais des fois? Ah, je me suis pincé. Combien de fois tu penses? La première fois que je me suis retrouvé au premier but, en fait, ma première présence officielle, c'était comme coureur suppléant contre les Expos. Okay. Fait que moi, j'arrive, coureur suppléant des Dodgers, le coach, il dit « OK, check les signaux, check ci, check ça. » Puis là, le rôle d'un coureur suppléant, c'est que tu regardes où sont placés tes voltigeurs. Ouais. Parce que si la balle est frappée, il faut que tu saches où tu t'en vas. Fait que là, je regarde. Puis, là, j'arrive au champ gauche, puis c'est Tim Raines qui joue au champ gauche. Moi, Tim Raines, c'était moi, Carter Raines, ça a été mes joueurs favoris, tu comprends? Fait que là, c'est Raines. Fait que là, je demande un temps d'arrêt. Je fais semblant. J'ai une boule d'émotion dans. J'ai une boule d'émotion. Parce qu'en plus, le coach au 3, il m'a demandé, vol de but. Fait que là, je suis en train de voler un vol de but devant Tim Raines. Fait que je demande un temps d'arrêt, puis je m'en vais faire semblant d'attacher mon soulier, parce que je voulais juste reprendre mes esprits un peu. J'étais un petit peu pris par les émotions. Ben oui. Alors, je me suis installé. Puis là, j'étais en tentative de vol. Il y a eu une fausse balle. J'avais encore le signal. Deuxième tentative. C'est Mike Socha, qui était l'ancien receveur, qui était au bâton et qui a frappé finalement un roulant au deuxième but. Alors, mais tout ça pour dire que à chaque fois que j'ai joué sur les mêmes terrains que Carter, que Raines, donc, tu as côtoyé Orel Hershiser, qui arrivait d'une saison miracle. Oui, l'homme de 9 millions. À l'époque, il avait signé un contrat de 9 millions, puis on disait que c'était incroyable. 9 millions pour 3 ans. Avant de quitter, je crois, pour Cleveland. Ben, il est resté quand même un petit bout de temps. Son frère aussi était dans l'organisation des Dodgers. Fait que Hershiser était. C'est un bon Jack aussi. C'est l'impression qu'il donnait. Nous sommes un peu bousculés par le temps. Ton plan B étant jeune, c'était quoi? Aurais-tu voulu faire, je sais pas, moi, je dis souvent un plombier, ou c'était vraiment le baseball pour toi? Et tu as commencé à pratiquer le baseball à quel âge? Ben, très jeune. Je pense que c'est vers l'âge de 6-7 ans, là, lorsqu'on commence. Moi, j'ai 3 frères plus âgés. Fait qu'ils ont tous passé avant moi. Fait qu'eux autres jouent au hockey l'hiver. Fait que toi, à l'école, dans le cours, tu te faisais pas achaler. Moi, c'était du sport de A à Z. Fait que j'ai commencé comme eux autres là, à l'âge de 6-7 ans. Mais j'étais pas le meilleur. Hein, ça m'a pris du temps, moi, même au hockey. Tu étais très passionné. J'étais un passionné. Puis ça m'a amené à des endroits où je pensais jamais que ça allait m'amener, là, tu comprendras. Fait que ça a été... Et tu as 2 fils qui jouent au baseball aussi?
3. 3 garçons. Qui jouent en Alberta, parce que cet hiver, tu étais en Alberta. Oui, oui. Ben, en fait, j'en ai 2 qui sont dans une académie présentement en Alberta. Là, si la fameuse COVID peut arrêter de nous mettre les bâtons dans les roues. Mais oui, alors eux autres, tu sais, c'est sûr que moi, mes enfants, c'est des sportifs, évidemment. Puis j'ai toujours. L'influence de papa, c'est sûr. Ouais, puis j'ai toujours ouvert la porte. Ben, tu sais, maman a fait de la nage synchronisée. Elle était très, très compétitive. Donc, c'est une très bonne athlète aussi. Mais bon, je voyais pas mes gars faire de la nage synchronisée. Tu n'aurais pas vu avec une fille qui écoute la télé continuellement. Non, c'est ça. Mais tout ça pour dire que, tu sais, c'est sûr qu'ils ont choisi le baseball. Il y avait le choix de, tu sais, il y avait leur choix. Ils pouvaient jouer au hockey, il y en a qui adorent le basketball. Puis moi, je veux qu'ils fassent du sport, tu sais. Puis là, je choisis ça, le baseball, mais je suis obligé d'avoir des conversations avec eux pour dire, est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour ton père? Tu sais, faites pas ça pour moi, hein? Faites ça pour, puis pour vous autres. Puis là, écoute, les gars, ils trippent, là. Ils aiment ça, puis ils ont en train de vivre un peu ce que j'ai vécu. Parce que tu as vécu, je reste dans un MLB. Ouais, mais je reste un père, tu sais. Ben oui. Fais attention à ton bras, puis... Ouais, fait que des fois, les conseils de papa, même si c'est pas des mauvais conseils en termes de baseball, je reste le père quand même. Toi et moi avons le même âge, puis j'imagine que toi, tu étais fier d'avoir un bon bras. Donc, tu aimais Dave Parker et Ellis Valentine. Ben, c'est le fameux match, je crois que c'était au Métrodome. Le match de toi, Dave Parker, quand on en a retiré 2, un au marbre avec Gary, puis l'autre au 3e but, Jim Rice, c'était quelque chose. Ben, écoute, mais tu sais, encore une fois, moi, là, mon fameux bras, puis même ma vitesse, j'ai comme réalisé ça sur le tard. Tu sais, je veux dire, tu sais, moi, la première fois que j'ai fait du 2 lettres au baseball, c'est ma 2e année de Bantam. OK. Fait que, tu sais, j'étais pas un prospect depuis l'âge de 10 ans. À un moment donné, il se passe un déclic. Ben, j'ai grandi d'un seul coup à un moment donné, puis on dirait que tout s'est mis en place où j'ai développé, des fibres rapides, puis tout s'en est suivi, mais c'est sûr que, tu sais, des fois, je me pince encore d'avoir passé au travers de tout ça, puis de l'avoir vécu comme ça a été vraiment des... Je me pince seulement d'être avec un ancien de l'organisation des Dodgers. Toi, tu l'as joué pour les Dodgers, fait que c'est sûr c'est quelque chose, comme dirait Mario Lemieux. Maintenant, on va y aller avec les questions rafales, des réponses plus courtes, parce qu'on pourrait être ici jusqu'à demain matin. Je pense qu'on pourrait se relancer d'anecdotes, spécialement toi. Je vais te poser quelques questions, tu me réponds par un mot ou une phrase. Okay. Mais je pense que celle-ci, tu l'as déjà répondu. C'était quoi ton plus beau moment en tant que joueur dans le baseball? Écoute, j'en ai tellement, là, mais si tu m'en... Un qui te passe par la tête. Ouais, ben, c'est d'avoir été frappeur suppléant pour Gary Carter au Stade olympique dans l'uniforme des Expos. Wow. Et le plus beau moment dans le baseball que tu as assisté ou que tu as décrit? Écoute, il y en a plusieurs, là. Oui, je vais donner rapidement 2 réponses. Première réponse, j'ai vu le match des étoiles en 82 à Montréal. C'était un wow. Ça regorgeait de jouer des expos. Mais c'est parce que ça a comme confirmé que c'est là que je voulais m'en aller. Okay. Tu comprends? J'ai tellement trippé sur ça. Et j'ai été aussi, regarde, j'étais présent avec Radio-Canada. En fait, il y en a tellement, là, je vais te dire, le premier match que j'ai fait avec Jacques Doucet, et j'étais là aussi pour le match parfait de David Cone contre les Expos. Mais je te dirais que... C'était pas le dernier match de l'année, ça? Non. Non. Ou c'était vers la fin? Tu parles de David Cone? Ouais. Non, c'était durant... Je ne me souviens pas exactement, mais c'était pas le dernier match de l'année. Okay. Mais je veux dire une chose, mon père a toujours été très fier de la carrière que j'ai eue, mais la première fois que Jacques Doucet dit « Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue au premier match des Expos cette saison », ici Jacques Doucet en compagnie de Mark Griffin, mon père a été beaucoup plus émotif. Ben, tu vois, quand la prochaine question, début comme analyste, je voulais te poser cette question-là, justement. Ben, le début comme analyste, c'était à la télévision. J'ai fait 4 ans à la télévision avant... en fait, j'ai même fait 5 ans à la télévision avant de faire de la radio. Média comme moi. Exact. La même année à part de ça. Mais c'est vrai, on a fait ça la même année. 94, mais pas la même cuvée. Ah, voilà, moi, je crois que c'est l'hiver, puis toi, c'était le printemps, l'automne. Ben, moi, j'ai fait ça durant la grève de 94. La grève de 94 du baseball. Oui, c'est ça. J'ai fait ça durant la grève, moi, puis... parce que... Les premières entrevues, c'est pendant la grève. Tu m'as posé une question que je n'ai pas répondu tantôt. En fait, c'est que le plan B, j'en avais pas de plan B, moi. OK. Puis je pense que comme athlète, tu peux pas avoir un plan B. Ben, il y a des débats là-dessus, mais la journée que tu commences à penser ailleurs... C'est parce que tu penses à la défaite. C'est que t'es plus 100% focusé sur ce que tu as à faire. C'est ça. Quand ça s'est arrêté, là... Mais tu as des gens qui ont 2 passions. Oui, non, exact. Mais moi, quand ça s'est arrêté, j'ai juste dit... C'est quoi les forces dans la vie? Tu donnes tout ce que tu as, puis tu regardes les résultats. Puis là, les forces dans la vie, c'est que j'avais de l'expérience baseball, puis
mon vocabulaire, mon parler allait pour les Étais-tu dire. nerveux à ta première présence télévisuelle? Écoute, pas tant. Je vais dire pourquoi rapidement. Pas tant. On a une adrénaline sans Ben, on a une nécessairement être nerveux. adrénaline parce que, bon, tu vois que Ben on oui. est tout seul, pas tout seul en studio, mais tu as l'impression que tu parles pas à grand monde. Mais le deuxième match, par contre, où on vient de me dire qu'on avait eu 450 000 de codes d'écoute, Wow. là, j'ai fait comme 450 000 personnes qui me regardaient. C'est un peu plus que 450 sur Facebook. Ouais, c'est ça. Fait que là, sur le coup, ça a été un peu plus raide. On va y aller maintenant avec des phrases. Ouais, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Moi, j'aime ça parce qu'il y a de la viande après l'os. Puis comme je l'ai dit tantôt, on pourrait parler jusqu'à demain matin. Ta définition de ligue de développement. Qu'est-ce qu'on doit apporter aux jeunes? En une phrase ou deux. Ben, arrêtez de tomber en amour avec les statistiques. Et juste... En fait, je dirais, focuser sur vos forces. Développez vos faiblesses, mais les forces vont t'amener à un autre niveau. Mais arrêtez de tomber en amour avec les statistiques, ça ne vaut pas la peine. Par rapport à ton travail à RDS d'analyste et le travail que tu as fait à Radio-Canada, est-ce que finalement, sans avoir des regrets, ta blessure devient un mal pour un bien? Oui, c'est exactement comme ça que je l'ai pris. Ça m'a pris du temps, par contre. À accepter. Ben oui, parce que moi, je suis tombé de joueur à commentateur sans avoir sauté une saison. Fait que dès l'année suivante, j'étais sur le bord de la cage des frappeurs avec une cravate. Puis mes coéquipiers, co-chambreurs, appelez-les comme vous voulez, sont sur le terrain en train de frapper des balles. Ouais. Ça m'a pris 3 ans avant que je puisse me dire, là, je suis un analyste, je suis plus un joueur. C'est un rêve brisé en quelque part. Exact. Tu as su transformer du négatif. Exactement. Exactement. Et je t'en félicite. Merci. C'est pas tout le monde qui arrive à faire ça et je pense que dans la vie, c'est parfois la clé. La différence majeure entre le baseball d'aujourd'hui et le baseball d'il y a, disons, 25 ans, en 2 phrases. Puissance, autant lanceur que frappeur. Élan de golf. Ouais, mais tu sais, vraiment, là, on a tombé, tout le monde a tombé en amour avec la puissance. Oui. Il y en avait à l'époque, mais pas autant que ça. Donc, je dirais puissance et beaucoup plus athlétique que ça l'était. Oui, on le remarque. Les qualités obligatoires pour être un jeune joueur maintenant dans la Ligue majeure de baseball. Les 2-3 qualités vraiment que tu peux pas passer à côté. Être très fort mentalement. OK. Très exigeant. Ben, t'échoues 7 fois sur 10 puis t'es bon. Alors, accepter donc cet échec-là. Comme n'importe quel sport, mais c'est s'ajuster très rapidement. Oui. C'est-à-dire comprendre pourquoi je suis toujours retiré ou pourquoi je suis pas c'était lanceur. Bon. Oui. Et la troisième, c'est de se doter d'une forme physique qui te permet de jouer sur le long terme. Là, je parle pas de... Faire attention à soi. Ben, c'est-à-dire vraiment prendre soin de soi parce que, c'est apprécié tout le monde lorsque tu joues des gros 160 joueurs gras qui jouent au premier ben, ça, il y en a but, plus. Tu sais, tantôt, là, je te parlais, le côté athlétique a changé. Là, ça en fait partie, mais c'est de résister aux longues saisons le plus possible. L'histoire des expos regorge de joueurs qui avaient beaucoup soit de charisme ou de talent. Ton joueur favori de tous les temps des expos, je pense que je t'ai déjà posé cette question-là, mais l'autre question vraiment qui m'intrigue, ton 1 ou 2 joueurs favoris qui n'étaient pas des expos. Donc un expo puis un non-expo. Ben, écoute, c'est sûr que... Il y en a plusieurs, là. Ouais, il y en a beaucoup. Puis, tu sais, bon, Pedro Martinez, pour moi, c'était un bon ami. C'est toujours un bon ami. Puis, c'est un gars qui tu sais, il est parti tellement loin, là, parce que lui, longtemps, c'était le frère de Raymond. C'est ça. C'était le frère de Raymond. Mais, tu sais, parmi les plus gentils joueurs que j'ai connus, Marquise Grissom, Darren Fletcher, Rondell White. Oui. C'est des amours, ces gars-là. Puis, ils veulent juste t'aider. Tu sais, moi, quand j'étais joueur, puis quand je suis tombé commentateur, c'est même Larry Walker, même si Larry est un peu wild, là, il est très gentil. Pour les gars qui jouaient en arrière, tu as besoin de gants de frappeur? Ouais. Ah ouais, les gants de frappeur. Tu as besoin de quelque chose? Peux-tu t'aider? Je peux-tu? Écoute, c'était extraordinaire. Je pourrais en nommer plusieurs, mais... Mais les gants de frappeur, c'est l'organisation qui est payée. Non. Ah, ça c'est le fun, qu'est-ce que tu me dis là? Dans les ligues mineures, là, professionnelles, il n'y a rien. T'as rien. T'as pas d'argent, t'as pas rien. Tout est je te voyais avec les expos, tu sais. Mais non, mais c'est parce que oui, que je jouais des matchs préparatoires, bon. Mais mettons que la saison commençait, là, puis là, il savait que je retournais dans le 2A, par exemple. Il dit, tu vas avoir besoin d'un gant de frappeur cette année. Il ne me donnait pas un gant, il me donnait une boîte. Il dit, gars, tu devrais en avoir pour le reste de l'année. C'est bon. Question suivante. De nos jours, on prône les circuits, c'est vendeur. On ne fabrique plus un point. The name of the game is pitching. Je pense que c'est encore ça. Mais ton opinion sur le sujet en 2-3 phrases. Écoute, on en a parlé un peu tantôt, là, mais moi, ce que je voudrais voir, c'est des frappeurs qui s'ajustent plus. Tu sais, tu parles de puissance. Ouais. À 2 prises, là, on peut-tu mettre la balle en jeu et aller fabriquer ce point-là au lieu de viser le circuit qui crée des retraits sur des prises? Moi, je pense que les frappeurs sont tellement meilleurs. Mais il faut que leur approche soit un peu plus différente pour que le baseball soit plus fun à regarder.
Au moment où on se parle, qui est le joueur numéro 1 des Ligues majeures? Mike Trout. C'est sans équivoque. Puis Ronald Acuna Jr. pas loin derrière. Ah, ben ça, c'est bien. On va parler de records de tous les temps. Je vais t'en suggérer quelques-uns. Moi, je veux savoir le tien que tu as à cœur puis que tu penses qu'il sera imbattable. Les 5000 retraits au bâton de Nolan Ryan, les 73 circuits en une saison de Barry Bonds, les 84 sauvetages d'affilée d'Éric Gagné. Mais dans ton cas, tu choisis quel record que tu dis ça, là, me semble ça n'a pas de sens. Les matchs consécutifs de Cal Ripken. Ah oui? Parce que ça, que j'ai interviewé, comme je te disais cette semaine, ben oui. Très gentil. Ah ouais, ouais. Ben lui, là, ça c'est un vrai de vrai. Là, on pourra faire une émission sur Très patient avec les partisans. Ah non, un amour à tout point de vue. Mais tu sais, ce qu'Éric Gagné a fait, on le souligne jamais assez. Ce qu'Éric Gagné a fait, c'est sensationnel. Ah, c'est fou. 84, écoute, je sais pas, tu sais, est-ce qu'on risque de le revoir peut-être, mais les matchs consécutifs de Cal Ripken, quand il a battu le record de Lou Gehrig, ça pour moi, dans le sport aujourd'hui, on est tellement prudent, les gars valent tellement cher qu'on verra plus ça. Je veux savoir ton point de vue sur l'époque, l'ère des stéroïdes, parce que plusieurs ont marqué par leur puissance les années 90. On a qu'à penser à Sammy Sosa, qui a fait 4 fois 50 circuits d'affilée, 9 saisons de 100 points produits d'affilée, et les gens l'oublient, il a battu le fameux 61 circuits 3 fois. Plutôt qu'une. Et Tom Mark McGuire qui avait frappé 70 circuits. Mais concernant ces gens-là, c'est quoi, toi, ton opinion quand on voit qu'ils n'accèdent pas au temple de la renommée, par exemple? Ouais, c'est un bon débat. Moi, c'était mes années. Hein? Quand oui, mes années, les joueurs prenaient... C'était ouvert. Là, mais j'excuse pas les gars, OK? Mais c'était pas illégal. Moi, je mets beaucoup la faute sur le baseball. La même réponse que Roger. Ben, c'est que le baseball a fermé les yeux. Quand McGuire, Sosa a eu leur... ça a été extraordinaire, tu comprends? McGuire, Sosa, ça a remis du monde dans les stades. Mais le baseball, là, écoute, frapper une balle ronde avec ton bâton rond, là, c'est pas parce que tu vas prendre des stéroïdes qu'automatiquement... Faut que tu fasses contact. Parce que je peux te dire une chose, j'en connais des centaines de joueurs qui en ont pris que tu connais pas. Parce que tu comprends? Fait qu'il faut que tu sois bon. Comment veux-tu délimiter le tricheur du non-tricheur? Puis l'autre affaire, puis tu sais, je veux pas généraliser, Ben oui. mais combien de lanceurs aussi pouvaient en prendre. Fait que, moi, je trouve que c'est un air plate du baseball, mais en même temps... Mais qui ne mérite pas d'astérisque. Exact. C'est ça. Moi, je parle avec toi. Moi, je pense que... Mais moi, je vais te dire une chose là-dessus. J'ai plus de difficultés avec un Babe Ruth qui est toujours sous, qui monte des estrades, se battre avec un handicapé, ou comme Ty Cobb l'a fait aussi, ou ça, que quelqu'un qui fait attention à sa santé, qui est suivi bien souvent par un médecin, puis qui veut juste performer, parce que tu as des athlètes qui sont très disciplinés. Je vais poursuivre. Pete Rose, est-ce que la punition a assez duré? Ben, moi, je pense que oui, là. 30 ans, c'est assez? Ouais, c'est assez. Tout le monde a droit à une autre chance. 32 ans, en réalité. Moi, je pense que, tu sais, il n'a pas assassiné du monde, mais là, Ben non, c'est quelque part où la punition est là, tout le monde le sait, mais Pete Rose, ça reste Pete Rose, selon moi. Une boutade. Est-ce que Griffin Town, c'est en ton honneur? Ben, ça dépend. Ça dépend sinon. J'aimerais bien. Écoute, moi, je suis un Irlandais. Griffin, on vient d'Irlande. Ben oui. C'est le côté irlandais de Montréal. C'est ça. Des fois, je peux me faire croire que c'est à cause de moi. Le match le plus étrange auquel tu as participé ou que tu as décrit, qui te passe par la tête, là, parce qu'il y en a avoir plusieurs. Ben, j'ai joué un match, moi, de 23 manches. Je l'ai joué un match de 23 manches. C'est pas le match impliquant Paul Talkett? Non, moi c'était dans la Ligue de la Californie. Parce qu'il y a un match oui, dans la filiale des Red Sox, là, je pense que ça a duré une affaire comme... C'était plus long que ça encore. Oui, 30 manches, je sais. Moi j'ai fait 23, ça c'était assez fou, c'était assez spécial. Fatigué? Oui, mais surtout que c'était un peu à cause de moi, mais pour les bonnes raisons, c'est que j'ai retiré 2 gars au marre du champ-centre dans ce match-là. Une fois en 9e, puis une fois, je pense, c'est 14 ou 15e. Alors que toute l'équipe de l'autre bord sort de l'abri pensant que c'est fini. Chaque fois. J'avais hâte qu'on se lance, mais là, je ne sais plus si on se lance. Bon, là, écoute, le bras est plus aussi bon qu'il était, mais ça a déjà été une grande force chez moi, Un nom. Qui a eu le plus d'influence sur toi en tant qu'homme ou en tant que joueur dans ta vie? C'est sûr que tu vas me dire ton père, mais je veux dire, qui a eu le plus d'influence? Un nom. Mettons après ton père, parce qu'on ne peut pas oublier personne non plus. Ouf, écoute, c'est super difficile à dire. On ne peut pas oublier personne. Mais je vais vous dire un nom parce qu'il y a eu tellement d'influence quand j'étais jeune. Tu sais, j'ai plein de noms qui viennent en tête. Là, si tu m'avais dit un top 10, j'aurais pu répondre aussi rapidement. Mais je vais dire Gary Carter. C'est une très bonne réponse.
En 2 phrases, quel conseil tu donnes aux jeunes qui veulent progresser et qui rêvent d'accéder au sommet de la pyramide, soit les ligues majeures de baseball? Ben simple. Have fun. Tu sais, je veux dire, si t'as pas de plaisir... Ça demeure un jeu. Moi, je me répète, là, mais j'étais pas le meilleur. Mais moi, t'as dit que j'aimais ça. Puis j'allais au parc à tous les jours. Puis sans le savoir, je m'améliorais. Ben oui, parce que tu as du plaisir. J'étais en train de jouer. Tous les jours, je me lançais, puis je frappais, puis je courais. Ça rejoint la passion. Ben, il faut aimer ça. Il faut aimer ça. Puis si vous aimez ça, ben allez-y, foncez. Il reste presque plus de temps. Le plus grand gagnant du sport professionnel, qui représente pour toi l'image du grand gagnant, on peut penser à LeBron James, Michael Jordan, moi j'aime bien Tom Brady, d'autres vont dire Patrick Roy, Henri Richard, Reggie Jackson. Dans ton cas, c'est qui ton modèle de grand gagnant? Écoute, c'est pas des questions faciles. Si c'était trop facile, ça serait pas le fun. Non, il y a ça. Ben, tu sais, j'ai beaucoup aimé Ken Griffey Jr. Comme personne. C'est sûr que Michael Jordan a eu une influence aussi. Parce que Jordan jouait... C'est 6 championnats, ça commence c'est parce que Jordan, tu sais, puis là, on a vu évidemment son... tout ce qu'il a traversé, là. Mais Jordan a une influence parce que lorsque je me suis blessé à un moment donné, rapidement avec l'équipe canadienne, je me suis blessé gravement une cheville à un moment donné. Puis je pensais que tout mon rêve olympique était terminé. Okay. Et j'arrive dans l'avion, puis il y a un article sur Michael Jordan, puis ça disait « N'abandonne jamais parce que ça pourrait devenir une habitude ». Oh, c'est bien. Puis c'est une phrase qui m'a toujours resté. J'aime ça. Puis là, bien évidemment, Michael Jordan qui s'est essayé au baseball par la suite avec les White Sox. Dans le 2A. Alors, tu sais, tout ça fait en sorte que c'est sûr que c'est un des grands personnages. Sans oublier, parce que j'étais un grand amateur de hockey, mais ce que Gretzky le mieux, et pour moi, Joe Sakic ont fait, ça a été exceptionnel. Mais en fait, puis en fait, c'est-tu terminé? Non, vas-y. Non, mais j'allais dire, en fait, je nomme tous ces gars-là, mais celui qui m'a poussé à avoir du caractère dans le sport, c'est Peter Stastny. Ah, ben j'aime cette réponse que je n'avais pas entendue. Peut-être parce qu'il n'a pas gagné la Coupe Stanley. Je veux vraiment que tu me répondes avant de te remercier de ta présence à l'émission en une phrase. As-tu ressenti parfois dans les ligues mineures, quand tu œuvrais aux États-Unis, que parce que tu étais québécois, canadien, qu'il y avait un préjugé dans cette époque-là d'il y a 30 ans? Non. Jamais? Jamais. Marc, au nom des gens qui vont regarder ça, en mon nom personnel, je te remercie, mais surtout pour ta gentillesse, ta simplicité. Moi, je dirais de toi que tu es un véritable, tu es un vrai, parce qu'on remarque ces qualités-là chez les gens qui accèdent à des hauts niveaux. Je veux dire, pas une once de snobisme, mais je te remercie d'avoir été des nôtres. On va se reprendre. Je vais t'inviter au bâton rouge, éventuellement, sur place. On pourra y aller peut-être plus profondément sur ta carrière. Je te remercie d'avoir été nôtre. Puis en attendant, j'ai mon récit autobiographique. Fait que tout ce qu'on s'est raconté là, tu vas le retrouver un petit peu et même encore plus. Ben, habituellement, c'est moi qui donne des bouquins. Merci Marc, très gentil. Je te donnerai la main si on avait le droit. Ben, ça sera pour une autre fois. Je te souhaite un bon retour et merci de cette présence. Je suis bien certain que les gens vont apprécier, Marc. Au plaisir. Merci. Au revoir. Nous allons maintenant rejoindre par voie téléphonique notre spécialiste hockey. Il a œuvré à différents niveaux dans le hockey professionnel. Il a d'ailleurs participé à plusieurs camps d'entraînement dans la LNH, dont le Lightning de Tampa Bay et le Canadien de Montréal. Allons rejoindre Nick Niriopel. Bonjour Nick. Salut Stevie. Ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Moi, je voudrais te demander, concernant cette troisième vague de COVID que nous semblons vivre présentement, est-ce que ça se passe bien ou ça commence à faire, là? Ben, c'est sûr que je te dirais pour le mental de certains joueurs, vivement le soleil un peu dehors, mais en ayant plusieurs discussions avec des joueurs du nouveau, mettons, midget, c'est plus difficile. On leur a souvent laissé entendre qu'il y aurait peut-être une saison possible. En décembre, en février, encore en avril, puis là, on dirait que les roues débarquent un peu, là, puis on dirait qu'on est prêt à passer à d'autres choses, puis de se concentrer sur notre été d'entraînement estival, puis de tourner la page. Nick, tu es maintenant agent de joueur. Jusqu'à quel point la COVID est venue rendre ton travail plus difficile? Dans quels aspects? Je te dirais que la COVID a quand même engendré beaucoup de problématiques parce que le fait que la Ligue nationale avait décidé de prendre une pause et de quand même jouer leur série éliminatoire cet été et du fait même de pousser leur début de saison en décembre,
ben, ça a fait que la Ligue américaine puis la Ligue de la côte Est a quand même décidé de suivre le pas. Ce qui a fait qu'il a ajouté beaucoup de joueurs au niveau du marché européen. Certaines ligues ont décidé de juste pas commencer la saison, ce qui a engendré aussi un surplus de joueurs sur le marché. Donc, des fois, j'avais des appels de GM qui me disaient « Nick, regarde, je te donne un offre, mais à l'intérieur de 24 heures, il faut que j'ai une réponse, sinon je passe à un autre parce que j'en ai 100 autres joueurs d'ailier gauche si tu le prends pas. » Fait que, puis la difficulté qui a pas aidé de notre côté, même si je comprenais, c'est que la Ligue nationale a renégocié une nouvelle convention collective. Et dans la convention, ils ont dit que les joueurs ayant un contrat Ligue nationale, Ligue américaine ou à un volet pouvaient être prêtés à un club en Europe. Ce qui fait que il y a un total de 162 joueurs qui ont été prêtés de contrat Ligue nationale en Europe. Ben ça, ces joueurs-là prenaient 2 spots, un en Amérique du Nord et un en Europe, ce qui compliquait encore plus les choses pour les agents afin de trouver un contrat à leurs joueurs. Nick, en temps normal, là, disons qu'on oublie la COVID, c'est quoi que tu apprécies le plus de ta transition que tu as fait vers le métier d'agent de joueur? Comment je pourrais dire, tout simplement, ce que tu apprécies le plus d'être agent de joueur? C'est sûr que je pense que si je parle au nom de plusieurs anciens joueurs de hockey, c'est que tu veux te retrouver dans un environnement où tu retrouves quand tu es joueur. Donc, le feeling de la chambre, le feeling d'aspect de groupe, de vivre les victoires, les défaites. Moi, ce que j'apprécie d'être agent de joueur, c'est la proximité que j'ai avec mes joueurs. Tu sais, habituellement, je suis habitué d'être entouré à peu près d'environ une vingtaine de gars, puis qu'on a le même but. Là, je suis encore entouré peut-être d'une trentaine de joueurs de niveaux différents, mais avec les mêmes buts étant de performer un meilleur contrat, une meilleure qualité de vie. Fait que moi, ce que j'aime, c'est de vivre les victoires, les défaites de chaque gars, les émotions, les hauts, les bas, puis aussi de voir que je peux aider à trouver puis à satisfaire les joueurs et, pour pas oublier leur famille, femmes, enfants, à accomplir que ce soit leur rêve, peu importe si c'était d'avoir un camp national, c'est de faire d'aller en Europe, visiter, de voir le monde du pays. Donc, c'est ce que j'apprécie le plus, c'est ce que, selon moi, je retrouve ce sentiment-là. Là. Comme exemple, les vendredis soirs, ben, je sais que je regarde 2-3 matchs en même temps, puis que je vais être content des performances de chacun de mes joueurs. Donc, c'est ce sentiment-là que j'aime. Le fauteuil, le sofa doit être usé? Je te dirais que le siège du bureau, il l'est, ça c'est sûr. On va parler maintenant de ta carrière de joueur actif. C'était quoi le plus beau moment de ta carrière? Ben, je te dirais que si, mettons, j'avais 3 moments à me dire, c'est sûr que le premier étant avoir été repêché dans la Ligue nationale à mon troisième séance d'éligibilité. La première année, j'étais classé 2e ronde. Malheureusement, j'avais pas été repêché. J'avais pas connu une deuxième moitié de saison très, très glamour. Fait que j'étais déçu. La deuxième année, on n'avait pas une grosse équipe. J'ai connu des bonnes performances, mais bon, ça a juste pas donné. C'est là que j'ai fait avec le Canadien. Et à ma 3e année, j'ai connu une grosse saison. Joueur de l'année, record de la LHMQ, moyenne pourcentage d'arrêt, première équipe d'étoiles. Puis c'est là que j'ai été... puis le repêchage, je faisais aussi à Montréal, le fameux repêchage que tout le monde se rappelle de Louis Leblanc. Donc, ça a été mon repêchage devant ma famille aux 50 personnes. Mon deuxième souvenir, je te dirais, c'est celui de la Coupe du Président avec les Wildcats de Moncton en 2010. Face à mes partisans, c'était mon dernier match dans la LHMQ, mon dernier match comme Wildcats de Moncton. Un souvenir que je vais toujours avoir dans ma mémoire. Puis je te dirais que le dernier, au niveau professionnel, ça a été vraiment dans ma dernière saison, là, quand j'étais avec ce contrat avec le club école du Lightning, mais que j'ai connu un excellent camp d'entraînement, puis que Steve Yzerman et Julien Brisebois m'ont récompensé en me donnant mon premier match hors concours dans la Ligue nationale. Puis ça, c'est comme un petit accomplissement que je vais toujours me souvenir aussi. Qu'est-ce qui te manque le plus d'être un joueur actif? Je te dirais que c'est... je me dis tout le temps, le feeling 10 minutes après les matchs,
10 minutes après les matchs, quand tu sais que tu as gaulé un bon match, quand tu sais que tu es sur la route et que tu as réussi à bien performer, que l'équipe vient de terminer un voyage de 3 matchs en 3 soirs, puis que tu gagnes, puis tu sais que la ride d'autobus va être super le fun pendant 6-7 heures, peu importe, de revenir à la maison avec ta famille en sachant que tu as un bon feeling. On dirait que tout est beau quand que tu performes bien, quand tu gagnes. Ça, c'est ce feeling-là, 10 minutes après les matchs, de quand tu te déshabilles, l'ambiance dans la chambre, la musique, les gars qui sont contents, qui se font des hugs. Moi, c'est ça que je m'ennuie le plus, je te dirais. C'est le feeling de détacher mes patins puis en sachant que j'ai accompli ce que je voulais faire. Là. Ça rappelle finalement un petit peu l'esprit de famille. J'aimerais parler maintenant, nous sommes un peu bousculés par le temps, nous allons parler un peu d'actualité. J'aimerais avoir ton évaluation du travail et du style de Jake Allen qui a pris la relève dernièrement de Carey Price. Écoute, moi, Jake Allen, c'est un gardien de but que je connais quand même assez bien parce qu'on a pratiquement la même âge. Pendant que j'étais avec les Wildcats de Moncton, il a été pour le Junior Montréal et aussi les Vultures de Drummondville. On a compétitionné un contre l'autre. Donc, tu sais, Jake Allen, je pense que c'est un gardien de but numéro 2 de luxe qui, dans certaines organisations, pourrait être un numéro 1. Donc, je pense qu'il donne des bonnes performances. Je crois qu'il faut aller plus loin que victoire-défaite. Dans plusieurs de ses performances, l'équipe adverse out-shooté, comme on dit, là, le Canadien. Donc, quand que tu donnes tout le temps 30, 35, 40 lancés et souvent de qualité, ben à un moment donné, il y a la loi de la moyenne. Il y a bien beau faire tous les arrêts puis 5 arrêts miraculeux, mais s'il en laisse 3, ça reste quand même que tu perds peut-être le match 3-2. Donc, je pense qu'il y a quand même de la stabilité. Il est techniquement excellent. Je pense que les coachs gardiens de but font un excellent travail. Puis, non, j'aime ce qu'il fait. Puis je pense quand même que, advenant que Carey Price ne serait pas là pour les séries, je donne encore bon espoir que Jake Allen pourrait faire un certain travail. Là. Ben Nick, justement, en parlant de Carey Price, ma dernière question, quand tu observes notre gardien numéro 1, jusqu'à quel point les blessures du passé semblent le rattraper? Je te dirais que Carey Price, c'est un gars qui est en excellente forme physique. Je parle souvent avec Pierre Allard, qui est préparateur physique du Canadien de Montréal, parce que ça a été mon préparateur physique pendant que je jouais. Donc, je sais que c'est un gars qui se prend en main, qui sait ce qu'il a besoin pour performer puis arriver prêt. Je te dirais que c'est sûr que là, on parle d'une commotion. Est-ce que c'est sa première? Est-ce que c'est tout le temps difficile à gérer? Pour un gardien, on s'entend qu'il y a beaucoup de mouvements dans un match. Donc, je pense que si c'est le temps de prendre du repos, c'est vraiment là qu'il doit le prendre. Mais je crois pas nécessairement que ces blessures du passé, on se souvient, mettons, avec les Rangers dans les séries, que ce soit la cheville, le genou. Honnêtement, avec tous les traitements et avec tout le personnel que les joueurs nationaux ont recours, honnêtement, les anciens bobos, là, ils vont être bien prêts. Ils vont être pris en soin. Merci, Nick. Toujours très pertinent. On voit que tu as beaucoup d'expérience et spécialement quand tu parles de gardien de but. Toujours très intéressant. Je te souhaite une bonne fin de journée, Nick. Merci à toi, TV. Nous allons maintenant parler de la semaine du Canadien parce que il y a une certaine indifférence parfois qu'on remarque dans les points de presse. C'est inacceptable, mais dans un contexte de calendrier particulier, on dirait qu'il y a eu peut-être une mauvaise évaluation des effectifs pour la formation de 2021. Parfois, il y a une totale indifférence des joueurs dans les après-matchs, comme on a vu samedi dernier dans cette défaite par blanchissage de 4-0 contre les Sénateurs. Donc, samedi dernier, un deuxième samedi où le Canadien de Montréal se fait blanchir. Et moi, je dis que certains font leur lavage le samedi. Dans le cas du Canadien, aussi le samedi, c'est jour de blanchissage. Donc, on dirait parfois le club de hockey canadien, une classe de jeunes élèves devant un professeur qui n'a pas d'autorité. Et ce qui peut-être vient mettre un doute sur l'autorité justement de Dominique Ducharme. Est-ce que c'est parce que c'est un coach recru? Est-ce que c'est ça la raison? Lundi à Edmonton, dans un premier match sur 5 dans l'Ouest, le Canadien a tout simplement été incapable de garder une avance encore une fois.
On s'est écroulé en troisième période dans une défaite gênante de 4-1. Et Bob Hartley, sur les ondes du 91.9 cette semaine, disait tout simplement du club de hockey canadien que c'était un club à la dérive. Maintenant, Eric Staal, il est peu convaincant. Est-ce qu'il représente vraiment la solution, peut-être en profondeur, mais au problème du Canadien? Et dans cette défaite de 4-1 contre les Oilers, ce qui est étonnant, c'est que les Canadiens avaient des statistiques surprenantes contre les Oilers, puisque Connor McDavid et son compagnon de trio, Léon, n'avaient cumulé que 4 points contre le Canadien jusqu'ici, alors qu'ils en ont à eux deux 30 contre les Sénateurs d'Ottawa. Mais ce qui a remarqué la semaine du Canadien cette semaine, c'est le point de presse spécialement de lundi, avec des réponses qui sont discutables de M. Weber, notre capitaine, qui semble dire devant tout le monde que ses coéquipiers aussi ne jouent pas très bien. Et Jonathan Drouin, avec un manque d'humilité criant, qui vient dire à un journaliste, si t'es pas content, comme on pourrait dire, de mon rendement, regarde aussi la colonne de droite, en voulant dire qu'il avait beaucoup d'assistance. Mais c'est pas assez, c'est rien pour augmenter sa cote de popularité qui ne cesse de descendre. Moi, personnellement, je ne suis plus capable des points de presse du Canadien de Montréal, les réponses prévisibles, sans émotion. Et c'est un reflet du jeu sur la glace par moment. Weber et Price sont les pires, ils semblent carrément désintéressés. C'est beau dire que tu es une personne peu démonstrative, mais je veux dire un peu d'intérêt, s'il vous plaît. Les points de presse du Canadien sont inodores, sans couleur et sans saveur, et c'est toujours pour éviter la controverse, le politiquement correct. On dirait tout simplement que le CH est administré un petit peu comme l'Église catholique des années 50, c'est-à-dire ne parle pas, rentre dans le rang, et si tu parles trop, hop, on va te faire changer d'équipe. On n'a qu'à penser à Guy Lafleur, Guy Carbonneau, Patrick Roy, et plus récemment, notre valeureux Piquet, qui ont été joués sous d'autres cieux ou poussés à la retraite justement parce qu'ils parlaient. L'histoire du Canadien, je vous le rappelle, oui, a été bâtie avec des joueurs travaillants, mais c'est surtout des hommes de cœur qui parlaient avec leur tripes. On n'a qu'à penser à Howie Morenz, ça fait très longtemps, mais les frères Maurice et Henri Richard, Guy Lafleur, Patrick Roy, je me répète. Le côté positif au problème du Canadien, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu cette semaine. Peut-être que le seul problème, c'est de mettre la switch à on. Parce que sur papier, on a une bonne équipe, c'est sûr. Et si c'est ça le problème, ça veut dire que les résultats s'en viennent. Mais Yvon Penneau, lui, cette semaine, ce qu'il disait, c'est que l'attitude de certains joueurs, c'est carrément dérangeant. Avant le match, mercredi à Edmonton, la solution a été présentée en point de presse par Josh Anderson. Moi, je suis bien d'accord avec lui. C'est que le Canadien doit se mettre en mode séries éliminatoires jusqu'à la fin du calendrier. Mais ça reste à faire, pas seulement en parole. Mercredi à Edmonton, dès la période d'échauffement, on voyait que le CH répondait présent parce que Josh Anderson, Ben Chariot et Weber ont été signifiés à l'adversaire, le jeune Chiasson, qu'il n'était pas pour encore venir bousculer notre gardien de but. Cette fois, le CH fut l'agresseur. Belle performance de Jesperi Kotkaniemi qui ne cesse de s'améliorer sur 200 pieds dans les deux sens de la patinoire. Également Weber qui s'est présenté cette fois-ci comme un joueur d'élite, un vrai capitaine. Le jeu était robuste. Et Jake Allen qui fait le travail, mais c'est pour ça qu'on l'a embauché. Comme le disait si bien Nick tantôt, c'est un gardien numéro 2 de luxe. Mais en fin de match, on a eu la frousse parce que 2 buts en 1 minute, 1 seconde des Oilers, mais c'est une grosse victoire de 4-3. Et ce soir à Calgary, si le match n'est pas reporté à cause de la COVID, parce que là, cet après-midi, au moment de faire les enregistrements, on parlait de COVID dans l'entourage des Flames, on va enterrer et éteindre les Flames si on peut remporter ce match-là. Et je pense que dans le cas du Canadien, on doit penser à offrir plus de régularité. Et le message de Josh Anderson ne peut être plus juste. On doit se mettre en mode série. Sur ce, merci d'avoir été des nôtres. Ici Stevie Ray, je vous souhaite un bon week-end. À la prochaine.